Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 21 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur Oklahoma City. C'est Pierre qui vous parle, je suis comme toujours avec Constant. Comment ça va Constant ? Ça va très bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Et avec nous Constant aujourd'hui, un invité de marque qu'on n'a jamais eu, que j'avais jamais invité pour l'instant dans le podcast. Un affront, j'ai envie de dire. C'est un fan de Memphis, c'est un expert CBA, c'est un créateur de trades, c'est d'ailleurs presque pour ça qu'il est là. C'est Tom du podcast Dunk Hebdo. Comment ça va Tom ? Ça va très bien, content d'être avec vous les gars. Vu que je suis un auditeur de la première heure, donc content d'être de l'autre côté pour cette fois. Ouais, ça fait plaisir de t'avoir avec nous et de voir que t'écoutes nos podcasts, notamment sur Bazley, je sais qui t'intéressait celui-là. Clairement, de toute façon, il y a plein de joueurs dont vous parlez qui m'intéressent. Kenrich Williams, effectivement, moi aussi, je suis à fond dessus. Bazley aussi, donc il y a pas mal de joueurs chez vous qui m'intéressent pas mal. Et aujourd'hui, les gars, comme je l'ai un petit peu dit, on va réagir d'abord à des récentes rumeurs de trades et aussi à la trade deadline qui arrive à grands pas. Parce qu'on va parler trade, on va étudier plusieurs cas qui concernent le Thunder. Et le premier, c'est peut-être le moins évident, et c'est celui qui traite pour une fois de l'acquisition d'un joueur pour OKC, ça c'est plutôt rare en ce moment, c'est Blake Griffin. Alors pourquoi on va parler de Blake Griffin ? Parce que si vous n'avez pas suivi, il a décidé avec son camp, en accord avec les Pistons, de ne plus participer au match en entendant un trade ou un buyout. Et selon plusieurs bookmakers ou insiders, le Thunder est le favori, ou au moins l'un des favoris pour récupérer l'ancien All-Star. Et pour rappel, juste avant qu'on commence de parler de ça, Griffin c'est 36 millions cette année et 39 millions l'année prochaine en player option qui risque de prendre, surtout vu son état de santé. Qui risque, ouais. Je vais commencer par toi Tom. Déjà, est-ce que tu penses qu'OKC est vraiment une des franchises favorites pour obtenir Blake ? Et d'abord, quel serait aussi l'intérêt de faire ça pour le Thunder ? Je pense que on peut faire un lien logique avec Troy Weaver qui était au Thunder avant. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se régler un petit peu plus facilement entre guillemets entre lui et Presti, puisque ce sont des individus qui ont travaillé ensemble. Après, moi je pense que on peut aussi relier le fait que vous ayez pas énormément de cap, entre guillemets, pas beaucoup d'argent bloqué dans le cap, donc ça ferait de vous un partenaire de trade logique. Mais après, moi, je pense pas du tout que c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous, dans le sens où je vois pas du tout les Pistons renvoyer un pick de draft avec Blake Griffin pour se libérer de son contrat, et vous, ce serait votre seule motivation en fait pour récupérer ce contrat-là. Donc je vois pourquoi, mais je ne comprends pas comment ça pourrait être vous. Tu penses pas que Détroit puisse envoyer un pick en échange de Blake Griffin ? Non, je pense pas, non. Et un jeune, un Doumbouya, je te donne un exemple, on en parlera peut-être après, un gars comme ça. Je pense que si Sekou Doumbouya, ça suffit pour vous pour récupérer le contrat de Blake Griffin, je pense que c'est quelque chose qu'il pourrait faire. Mais envoyer un pick de la draft prochaine, vu l'état de Détroit, je pense pas. Après, le pick peut être protégé, sans vouloir avancer mes pions, tu peux te retrouver dans une situation comme a fait Philly par exemple avec nous. T'as un pick qui est protégé avec une protection qui serait due au fur et à mesure des années. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont déjà fait en fait avec Houston dans le cadre de l'échange l'échange qu'ils avaient fait via Christian Pour Wood. le pick 16, ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils ont un pick à envoyer à Houston qui a une protection sur 4 ou 5 ans. Enfin, sur 4 ans, pardon. Donc du coup, il faudrait qu'ils valident, enfin qu'ils enlèvent la protection de ce pick-là pour vous envoyer un, et je pense que la gymnastique est peut-être trop compliquée simplement pour se séparer du contrat de Blake Griffin. Ouais, effectivement. Mais ça, après, c'est mon avis. Mais après, la situation, ça parle aussi d'un buyout de Blake Griffin. Ouais. Je pense que les Pistons, justement, c'est peut-être pour ça que moi j'y crois peut-être un peu plus que toi à un trade de Blake Griffin. Je pense pas que les Pistons vont faire un buyout de Blake Griffin parce que son salaire est tellement élevé que ça va leur pourrir leur salary cap pour les prochaines années. Dans ton cap, quoi. Non. Sachant que la dead money ne peut pas excéder 10% de ton salary cap pour un joueur scratché. Ouais, pour un joueur scratché, tu peux pas excéder plus de 10%. Donc, peut-être, moi je pense pas que c'est quelqu'un qui va bouger cette année, Blake Griffin. Je pense qu'il va plus bouger l'an prochain quand il lui restera qu'un an.
Mais vous en pensez quoi? Vous pensez que vous avez des chances de l'accueillir? Déjà, comme tu l'as dit, en termes d'utilité, enfin pour le Thunder, c'est parce que le Thunder a de la place dans le cap, parce qu'il y a différentes choses ou différents contrats qui permettraient de faire un trade comme ça, et aussi bah bien sûr pour récupérer un pick ou peut-être un jeune, c'est peut-être ça qu'on pourra discuter ensuite. Après, en termes effectivement de mise en place du trade, c'est très compliqué. J'avancerai mes pions ensuite pourquoi pas un truc à 3 avec une autre équipe qui s'incrusterait dedans, ça me paraît même obligatoire, mais ça paraît assez compliqué, mais je comprends aussi encore une fois pourquoi on nous met en favori, parce que on peut faire un petit peu une Brooklyn à l'ancienne avant qu'ils aient tous les une Atlanta ou une Atlanta où on récupère des gros contrats et en échange de pics pour un petit peu soulager certaines équipes qui veulent se débarrasser de ces contrats négatifs. Je sais pas ce que t'en penses toi, Constant, et t'y croyais un petit peu plus toi. Bah ouais, moi j'y croyais un peu plus parce que comme j'ai dit, je vois pas Détroit arriver dans une situation où ils vont buy out Blake Griffin parce que vraiment ça leur coûterait trop cher, et même si t'es en reconstruction, t'as pas envie d'avoir quasiment 10 millions par an du contrat de Blake Griffin sur 5 ans. Et le problème c'est que la valeur de Blake Griffin elle va faire que baisser. Alors est-ce qu'elle augmentera peut-être quand il aura plus qu'un an sur son salaire? Peut-être. Peut-être que ça augmentera dans ce cas-là les chances de buy-out parce que le contrat sera moins élevé. Mais je pense que Détroit, malgré tout, a pas envie de lâcher autant de sous pour Blake Griffin. Et je me dis que nous, potentiellement, on pourrait tenter le pari. Tu vois, on a tenté le pari, par exemple, sur Al Horford. Je me dis, pourquoi pas tenter le pari de récupérer Blake Griffin potentiellement maintenant, de le faire jouer 6 mois l'année prochaine, de voir qu'il a un niveau qui revient à un niveau intéressant qui est pas son niveau actuellement, si jamais il est capable de revenir, et potentiellement de le refourguer comme tu peux. Mais en tout cas de tenter, parce que on va en parler après. OKC l'année prochaine sera toujours pas compétitif, à moins que vraiment tu récupères des trucs incroyables à la draft, mais malgré tout si on est compétitif, on aura toujours malgré tout de la place dans le cap. Et quand t'es une équipe en reconstruction, ton salary cap, alors effectivement t'en prends soin, mais c'est pas non plus ce qui t'importe le plus, surtout quand t'as quasiment que des contrats rookies. Donc récupérer Blake Griffin en échange potentiellement d'un pick ou d'un jeune, moi je dis pourquoi pas. Sachant que en plus il y a une petite connexion que t'as un petit peu abordé, Tom, entre Weaver et Presti, mais il y a aussi une connexion entre Oklahoma et Griffin qui est énorme. C'est vrai. Clairement il est de là. Donc, parce qu'il est de là, il y a eu souvent des rumeurs ces dernières années, notamment quand il était aux Clippers, je crois, sur des trades. Enfin, il y avait quelques propositions de trade à certains moments pour que Griffin vienne en Oklahoma. Donc il y a une vraie connexion aussi là-dessus. Est-ce que lui serait intéressé, je sais pas, mais par contre moi j'ai du mal à le voir rester au Pistons jusqu'à la fin de l'année quand on en est dans la situation où il veut plus jouer. Tu vois, j'ai du mal à le voir faire une saison blanche presque, attendre l'intersaison pour essayer de retrouver une équipe. Ça me paraît compliqué en fait. Bah en fait, je pense qu'il y a quand même un exemple un peu similaire dans une franchise qui est dans la même division. Hein. Kevin Love, voilà, hein, ça fait quoi 1 an et demi qu'ils essaient de transférer Kevin Love. Il y a pas de preneur et il joue pas. Ouais. Après, le contrat de Kevin Love, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est encore plus long que celui de Blake Griffin. Oui, c'est vrai. Il est plus long que celui de Blake Griffin. Il lui reste Kevin encore Love, il a encore 3 ans. 2 ou 3 ans. Ouais. Effectivement. 3 ans. Et il prend quasiment le même tarif, donc... Et en plus, il y a la concurrence avec Drummond intrinsèquement qui est dans la même situation au Cavs. Enfin, c'est une concurrence entre guillemets, mais c'est un peu la même situation. Après, Drummond, c'est un contrat expirant, donc la question se pose moins, entre guillemets. Bah, surtout qu'on est dans une saison où les bird rates qui étaient aussi importants il y a 2 ans, voire même l'année dernière, hein, pour re-signer des joueurs, bah, ce sera beaucoup moins important puisqu'il y a beaucoup plus d'équipes qui auront de la place sous le cap et du coup tu n'auras plus le piège entre guillemets tu vas plus transférer des assets présents simplement pour récupérer les droits de payer un joueur futur au-dessus du cap en fait. Ouais. On a pas mal parlé de la possibilité de l'utilité d'un tel trade. Est-ce que, messieurs, maintenant, vous avez des propositions à faire? Est-ce que si jamais ça doit se faire, comment pourrait s'articuler un tel trade? Est-ce que toi, déjà, Constant, t'as quelques idées? Est-ce que t'as fait chauffer la trade machine un petit peu? Alors, j'ai fait chauffer la trade machine. Alors, il faut savoir, ça c'est Tom qui nous a dit ça en off juste avant, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, les trade exceptions d'OKC ne fonctionnent pas dans un trade de Blake Griffin parce que l'intégralité du salaire de Blake Griffin ne rentre pas dans nos trade exceptions. Donc on est obligé d'envoyer des joueurs, on est obligé de faire en sorte que il y a à peu près
qu'on encaisse à peu près 12 ou 13 millions de salaires supplémentaires, de sorte à ce qu'on reste en dessous du salary floor pour que le trade soit effectif. Ce qui complique déjà grandement les choses et ce qui viendra peut-être dans vos arguments pour un éventuel trade à 3. Du coup, on est dans une situation où si tu fais un trade juste avec Blake Griffin, comme c'est possible, si potentiellement par exemple les Pistons se décident à envoyer un pick, le trade qui fonctionne, c'est Blake Griffin contre Trevor Ariza qui est en dernière année de contrat, contre Darius Miller qui est en dernière année de contrat et contre Justin Jackson qui est en dernière année de contrat. Dans cette situation-là, potentiellement, moi je vois, bon, alors c'est peut-être plus compliqué comme tu l'as dit Tom, mais je vois potentiellement Détroit mettre un pick protégé qui pourrait avoir des protections réduites au fur et à mesure des années, ou peut-être un pick swap, peut-être un pick swap par exemple, où on récupérerait le meilleur. Si c'est pas le cas, bah on peut potentiellement regarder du côté des jeunes de Détroit. Alors le problème c'est que des jeunes à Détroit il y en a, est-ce qu'ils sont prêts à s'en séparer tout de suite pour Blake Griffin? Je suis pas convaincu. Un des seuls où je me dis que potentiellement Détroit, de par le fait qu'il y a d'autres joueurs à son poste qui se développent plutôt bien, un joueur que Détroit serait potentiellement prêt à lâcher, comme tu l'as dit Pierre, c'est Sekou Doumbouya, qui a pas montré énormément de choses, que ce soit en son année rookie ou durant son année de sophomore. T'as Isaiah Stewart qui est un pivot, mais qui est rookie, mais qui montre des choses intéressantes. T'as Saddiq Bey qui est pas loin de jouer sur le même poste aussi que lui, même si les registres sont différents de Doumbouya, qui est en train de montrer des choses vraiment très intéressantes, le joueur de la semaine. T'as Jeremy Grant qui est en train de performer, qui joue au même poste, donc je me dis que potentiellement, tu vois, c'est un joueur dont les Pistons seraient prêts à lâcher pour un trade de Blake Griffin, en échange de on le coupe pas et on paye pas son salaire, on lâche pas de pique non plus, par contre on vous donne un jeune qui est pas le jeune sur lequel on compte le plus dans notre effectif. Et dans d'autres cas, faudra passer par un trade à 3, je pense. Tom, est-ce que tu as des petites réactions vis-à-vis de ce trade, ou est-ce que tu as d'autres propositions? Moi, je suis surpris que c'est quelque chose qui vous intéresserait, en fait, de Doumbouya. Après, puisque c'est un joueur certes, qui est en deuxième année. Bon, il y a eu pas mal de choses qui ont été révélées par rapport enfin, du hors-terrain le concernant. Donc, je dirais pas que c'est un red flag, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait peut-être avoir l'œil, pardon. Et on voit que même cette saison, hein, c'est un joueur qui est derrière désormais Josh Jackson dans la rotation. Le Jackson qui est pas un joueur du projet initial et qui est arrivé cette saison, et qui maintenant, c'est qu'au Doumbouya, il a limite des minutes en tant que backup 5, quoi, derrière Stewart. Il joue un petit peu avec lui, mais c'est plus un joueur de second unit, quoi, qui joue contre les bancs. Et je me demande si son potentiel n'est pas peut-être devenu peut-être trop bas par rapport au temps qu'il prend pour se développer, par rapport à tout l'argent que vous allez encaisser, en fait, puisque on a tendance à dire que un first round pick, entre guillemets, ça vaut 15 à 20 millions de salaire. Ouais. Sauf que là, est-ce que Doumbouya, ça vaut 39 millions, quoi? Non. Si comme ça, c'est un peu dur de le justifier, effectivement. C'est pour ça qu'on se tournerait plutôt vers un pic, je pense, Constant et moi, parce que en termes de jeunes, il y a effectivement Doumbouya qui est dans une situation où peut-être que tu peux le récupérer, mais comme tu l'as très bien dit, il y a des gros doutes sur son potentiel, sur son devenir. J'ai pas de doute sur le fait que ça peut devenir peut-être un jour une rotation NBA, mais sur un vrai potentiel, c'est une autre question. Après, est-ce qu'un Zvi Mikhailiuk peut être intéressant? Peut-être, mais ça a l'air très bas et expirant. Mais ça lui, vaut pas de récupérer Blake Griffin. Ouais, c'est la même chose, Et puis après, si on parle de jeunes, tu touches pas à Stewart, tu touches pas à Saddiq Bey, tu touches pas à Killian Hayes, c'est sûr. Voilà, leurs jeunes, ils vont pas les trader pour ça. Donc assez compliqué. C'est pour ça que moi, là, je vais avancer mes billes. Je pars sur un truc à 3 équipes. D'abord parce que OKC ne lâchera pas Horford en sec ou Hill pour aller à Détroit, et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour les deux équipes. Parce que Ariza, qui est presque de la dead money pour OKC cette année, j'ai envie de dire, parce qu'il joue pas mais qui a un contrat, tu peux pas le trader à Détroit parce qu'il vient de Détroit, donc tu peux pas le mettre dans un trade direct pour aller à Détroit, et ça complique les choses. Et donc voilà. Tu peux le mettre, hein. Non, normalement non, je crois pas. J'ai vu ça, parce que pas mal d'insiders en parlaient, tu pouvais pas le mettre, je crois, hein.
Bon, bah... Bon, c'est un débat, en tout cas. Attends, il vient de Détroit directement parce que Ariza, il a été transféré pas mal d'endroits. Ouais, en fait. c'est ça. Alors, c'est peut-être ça. Alors, attends. On va C'est checker en direct, mais... la façon dont le trade est séquencé, en fait. Ouais. Alors, moi, j'avais vu l'info comme quoi il pouvait pas être inclus dans un trade. C'était un insider du Thunder qui avait fait un article là-dessus. Il pouvait pas être inclus dans un trade pour Détroit parce qu'il venait de là-bas. Alors après, est-ce qu'il y a eu une équipe entre-temps? Est-ce que tu peux arriver à quand même le mettre dedans? Ouais, peut-être. Non, tradé par Détroit vers OKC, là, au mois de novembre. Ouais. Ouais, donc il peut pas revenir. Donc tu vois, pour moi, il peut pas y revenir. Non, il peut pas revenir. Ouais, ça complique encore plus la tâche d'un trade save, donc ça part plus sur un truc à 3. Ouais, donc c'est pour ça que moi je partais sur un truc à 3, parce qu'en fait, les pièces movibles dans l'effectif du Thunder actuellement, t'en as très peu, hein. Parce que Horford et Hill, tu les trades pas pour Griffin, tu trades pas un jeune ou un joueur qui a montré des choses cette année, donc t'as du Miller, du Jackson, comme t'as dit, constant, peut-être du Muscala, mais ça reste du bonus, enfin voilà. Donc concrètement, tu fais un truc à 3, ou peut-être tu t'envoies Horford ou Hill dans une situation dont on parlera ensuite, dans une équipe qui est intéressée, eux ils envoient quelque chose à Détroit nous envoie autre chose, enfin voilà, un truc avec des choix de drafts qui s'échangent. Qu'est-ce qu'on voit Détroit dans ce cas-là pour toi, puisqu'on Je pense que dans un tel type de trade, on va dire par exemple si Hill est envoyé quelque part et que OKC se retrouve à récupérer Griffin dans le trade, tu peux récupérer 2 choix, je pense. Parce que t'as un choix dû au fait que Griffin est envoyé et un choix dû au fait que Hill est envoyé. Alors est-ce que tu peux récupérer un jeune à la place d'un pick ou en plus, c'est une autre chose, mais je pense que tu auras 2 assets entre guillemets. Du coup, Détroit enverra un pick pour toi, ouais. C'est un trade de... Ouais, pour moi, si c'est un truc comme ça, je les vois... Enfin, c'est ce que je disais au début, ils peuvent difficilement envoyer un jeune parce qu'ils n'ont pas énormément, et donc pour moi, ils sont obligés d'envoyer un pick. Alors peut-être sur des années lointaines, j'ai envie de dire, protégés, mais je vois pas comment ils peuvent s'en sortir sans envoyer un pick. Parce que ça va être difficile, hein, parce avec ce qui, comme je vous l'ai dit, les obligations à Houston, justement via le trade d'Ariza, enfin le sign and trade de Wood. Je crois que c'est pas le sign and trade de Christian Wood, je crois que c'est au moment de la draft où... Ouais, oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison, t'as totalement raison. Mais voilà. Mais oui, c'est compliqué, mais en fait, Détroit, c'est pas qu'ils ont pas beaucoup de jeunes, c'est qu'ils en ont 4, et sur les 4 jeunes qu'ils ont, t'en as 3 qui ont été draftés cette année. Et tu vas pas lâcher un joueur que t'as drafté cette année. Non, ça c'est sûr. Surtout quand il performe. Et surtout quand tu vois l'usage qu'ils ont fait. Pour moi, ce serait une erreur d'essayer de se séparer, de faire du cap space pour cet été, en fait. Puisque, 1, il y a personne à aller récupérer, et 2, on a vu ce qu'ils ont fait cet été de leur cap space, faut mieux pas qu'ils en aient, quoi. En vrai. Jeremy Grant, c'était pas mal, mais le reste... Ouais, mais c'est vrai que Jeremy Grant, pris dans le contexte, c'est pas mal. Mais en même temps, tu vois, laisser partir Christian Wood comme ça, signer Plumlee. Alors oui, Plumlee, il est honnête pour eux, mais globalement, est-ce que tu as besoin de Plumlee là où tu es dans ta reconstruction, en fait? Puisque là, les mecs, ils étaient en année 1 de reconstruction et ils vont récupérer des joueurs qui sont intéressants pour des contenders. Ouais, ça a fait pas mal jaser quand ils ont fait ça, de signer plein de pivots, plein de joueurs, où tu te dis, vous devez tanker les gars, c'est quoi l'utilité C'est ça. Après, Christian Wood, je crois que c'est pas tant qu'ils ont pas voulu le re-signer, je crois que lui, surtout, avait pas envie de rester à Détroit. Il y a des rumeurs qui sont sorties que comme quoi ils voulaient pas lui proposer plus que 9 millions l'année. Et du coup, vu que Houston proposait mieux, ils ont négocié le sign and trade et ils ont fait le trade à côté pour Ariza. Ils veulent pas donner plus de 9 millions à Christian Wood, mais ils en ont donné 8 par an à Plumlee. Oui, monsieur. Nous sommes dans la logique implacable. Donc quand on est dans cette logique-là, peut-être qu'on peut réussir à avoir 2 tours de draft pour prendre Blake Griffin, honnêtement. Non, comme vous l'avez dit, là, sur Blake Griffin, très compliqué de mettre en place quelque chose. On va voir si ça arrive au bout, si ça se concrétise. Mais effectivement, alors certes, OKC favori pour le récupérer, mais à part un truc à 3 équipes, voire à plus, parce qu'on a eu des énormes trades, notamment cet été. Cette intersaison, pas cet été. Le trade d'Arden aussi. Ouais, il y a eu des très gros trucs, ça paraît assez compliqué. On va parler de 2 autres cas, peut-être un peu plus intéressants et un peu plus qui concernent directement le Thunder, là pour le coup. Le premier, c'est George Hill, parce que nous, de notre côté, on l'attend depuis le début de saison, son trade, et il approche presque assurément, j'ai envie de dire, parce qu'il paraît quand même probable de le voir partir à la deadline. Parce qu'il pourrait aider bien des équipes avec son shoot, toujours très bon, défense plus que correcte, et
utilisation, j'ai envie de dire, en troisième créateur, deuxième si t'es un peu faible c'est un moment en création. Il est blessé depuis plusieurs semaines, il pourra peut-être revenir juste avant la deadline, c'est limite en termes de timing, et il y avait déjà des rumeurs autour de lui, notamment à Philadelphie. Est-ce que Tom, toi, tu vois déjà un marché un peu développé pour Georgie la deadline, et où tu le verrais arriver? Typiquement, Georgie, je pense que c'est un joueur qui va attirer pas mal de personnes, puisque c'est un joueur qui défend les postes 1 et 2 et qui peut aussi parfois switcher sur des petits 3 quand il y a des three-guard line-up, quoi, des combinaisons de 3 petits. Donc c'est un joueur qui peut être intéressant. C'est un joueur qui est intéressant pour jouer loin de la balle, qui a l'expérience des playoffs, qui a montré pas mal de choses et qui a même été qui a été bon entre guillemets au relais d'Eric Bledsoe pour les Bucks quand ça n'allait pas. Donc je pense que c'est un joueur qui va intéresser. Il finissait les matchs. Hein. Ouais, il finissait les matchs. Hein. C'est un joueur qui... Parce que Eric Bledsoe, ça n'allait souvent pas. C'est ça. C'est ça. Donc typiquement, je pense que c'est un joueur qui va intéresser pas mal d'équipes qui visent le haut du panier. Je pense que, par exemple, je pense que les Clippers pourraient être intéressés par son skill set en échange, par exemple, de Lou Williams. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais forcément, mais c'est quelque chose qui peut les intéresser. Je pense que les Celtics pourraient aussi être intéressés puisqu'ils ont un problème à la main. Un problème à la main avec Kemba Walker, et surtout que George Hill, en fait, il peut jouer beaucoup de positions, et c'est quelqu'un qui fait peu d'erreurs, donc ça peut être intéressant pour les playoffs. Et je pense que Miami aussi, c'est une équipe qui peut être intéressée un peu dans la même idée du move qu'ils ont fait l'an dernier lorsqu'ils ont envoyé Justice Winslow à Memphis et ils ont récupéré Jay Crowder et Solomon Hill. Typiquement, eux, ce serait plus dans l'idée d'un package avec Ariza, en fait, de récupérer les deux chez vous, puisqu'ils ont besoin de 2 joueurs de rotation, puisque on voit que c'est très compliqué pour eux la rotation à la main, notamment en l'absence de Dragic, et on voit que c'est une équipe qui est un peu courte à l'aile, puisque Mo Harkless ne répond pas du tout aux attentes, et Avery Bradley est aussi blessé. Qu'est-ce que avant qu'on bascule sur Boston, qui je sais ça tient à cœur à Constant, qu'est-ce que tu enverrais en échange à OKC dans un trade à Miami avec Ariza et Hill? Je pense que vu les assets de Miami, eux, ils seront tentés de vous envoyer les droits de Kendrick Nunn. Je pense que l'asset, en gros, qui partirait, ce serait Kendrick Nunn avec un contrat, expirant à la Kelly Olynyk ou quelque chose comme ça, quoi. Je pense que c'est plus ça, puisque Miami a aussi fait le choix de donner des contrats courts, ou du moins des team options à des joueurs qu'ils ont re-signés avec les Bird Rights. Donc, du coup, ils ont une trade clause tacite. Donc ils ont le droit de veto les trades dans lesquels ils sont inclus si leur deuxième année n'est pas encore validée. Donc du coup ça complique un peu le choix. Par exemple, ils pourraient envoyer Iguodala, même si je pense pas. Ouais. Ok. Non, je pense pas non plus. Donc un Olynyk Nunn plus quelque chose, ou en sec comme ça, peut-être un pick ou un second tour. En sec, ça marche pas. Non, mais peut-être ce serait peut-être parce que là faut envoyer à peu près 20 millions. Ce serait Olynyk. Ouais, même 22. Ouais, 22 millions. Ce serait Olynyk, Nunn et je sais pas. Mo Harkless. Mo Harkless, il est qu'à 3 millions. Harkless, c'est peut-être Avery Bradley. Non, en fait, Myles Leonard, c'est obligé de valider. Ouais. En fait, Myles Leonard, il a une autre clause tacite. Donc, t'es obligé de valider la pire option. Bon, après, vous, si ça vous va de prendre 9 millions de plus dans votre cap, et que Myles Leonard porte chez vous, et que Kendrick Nunn c'est suffisant pour vous comme asset, allez-y. Hein. Je ne pense pas. Mo Harkless, Kelly Olynyk, Kendrick Nunn, ça fonctionne les 3 pour Ariza et George. Ok, très bien. Ça pourrait être une base de quelque chose qui pourrait intéresser Miami par rapport à leurs moyens et ce qu'ils peuvent et veulent envoyer. Par contre, pour vous, je ne sais pas si Kendrick Nunn est un asset suffisant pour récupérer ça. Alors, la réponse en 3 lettres, N-O-N. Ça aurait pu être O-U-I. Oui. Non, c'est N-O-N. Déjà, alors, moi je vais donner mon avis perso, qui est peut-être pas l'avis du management d'OKC. Kendrick Nunn, pour moi, c'est non. Déjà parce que au poste de meneur, t'as quand même Shai Gilgeous-Alexander qui peut jouer meneur. T'as quand même Théo Malédon. Et franchement, je préfère avoir Théo Malédon dans mon effectif que Kendrick Nunn. Voilà, c'est dit. Et surtout, on en a parlé en off juste avant. Dans l'éventualité du fait qu'on ne récupère pas le pick des Rockets cette saison parce qu'ils sont tellement mauvais que leur pick est top 4,
on récupérerait celui du Heat, et je suis pas particulièrement friand à l'idée de renforcer une équipe dont tu peux récupérer le pick cette année. Donc pas fan de la destination Heat, et je t'avoue que Constant, je comprends bien ton point là de les renforcer, et je te rejoins assez sur Nunn. Alors je suis un peu plus haut sur le joueur que toi, mais il a déjà 25... C'est pas difficile en même temps. Oui, il a déjà 25 ans, et effectivement, si tu draftes l'année d'après un joueur qui joue beaucoup balle en main, si t'as déjà Malédon et Shea qui va être prolongé maintenant, enfin je vois pas comment ça peut en être autrement, c'est pas le joueur sur lequel je parierais, en plus il va falloir le re-signer rapidement, donc c'est peut-être pas l'idéal. Moi pour le coup ça aurait été plus un pick qui m'intéresserait que Kendrick Nunn, mais... Ils ont plus de pick. Ouais, c'est ça le problème, c'est ce que j'allais dire. Ils ont plus de pick. Mais personne n'a des pics, vous avez les pics de tout le monde. Ouais, les c'est gars. On fait un concours on fait un concours avec New Orleans pour savoir qui aura le plus de pics dans les prochaines années. Sur Trade NBA, ça met 33 en nombre de pics. Quand on regarde, et par exemple Miami en a 7. Voilà. Et surtout que Miami, ils ont 7 pics, mais t'as la règle Stepien qui fait que tu peux pas échanger 2 années de suite tes first round. Donc typiquement le 2022, là ils peuvent pas le trader. Donc Du coup, toi, Constant, quelle autre destination tu aurais si c'est pas Miami? Je sais que toi, Boston, tu aimes bien. Alors, il y a 2 destinations. Je te laisserai peut-être la deuxième parce que je pense que tu dois l'avoir aussi. La première destination, moi, c'est Boston. Je le dis et le répète, Boston a besoin d'un... J'ai envie de dire, Boston a besoin d'un meneur. Avant, je te disais juste, Boston a besoin d'un meneur en sortie de banc parce que... ce bon vieux Jeff Teague faisait pas ce qu'il faut, mais il se trouve que Kemba Walker est en train de jouer à un niveau qui est cataclysmique, et limite ils auraient besoin d'un meneur titulaire. Je trouve que le fit, d'un point de vue de Boston, si Alan nous écoute, il pourra donner son avis, je trouve que le fit George Hill à Boston est quand même vraiment pas déconnant. Comme l'a dit Tom, c'est un joueur qui peut jouer off-ball, qui va pas tant prendre le ballon que ça des mains de Jaylen Brown ou de Jason Tatum, typiquement. Il est capable de sanctionner à 3 points en catch and shoot, il est capable de défendre, tu le mets à côté de Marcus Smart, je trouve pas ça déconnant non plus. Clairement. Il est capable de porter la balle quand il faut. Donc moi je trouve qu'à Boston, il leur ferait beaucoup de bien. Le problème entre guillemets, ou en tout cas en cas d'un trade de George Hill, c'est qu'est-ce qu'enverrait Boston. Boston, on dit souvent Boston, ils ont plein d'assets, etc. Ils en ont de moins en moins. Et au niveau de leurs jeunes, Boston n'a pas des jeunes si fous que ça, en fait. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est ce bon vieux Grant Williams. Est-ce que Boston va le lâcher? Je suis pas convaincu. Ils vont pas lâcher Aaron Nesmith qu'ils ont drafté cette année. Ça te laisse avec 2 joueurs. Ils vont pas non plus lâcher Peyton Pritchard parce que pour eux, c'est un petit peu leur Tyler Hero à eux, c'est-à-dire que ils sont vachement hauts sur lui. Ça nous laisse avec 2 joueurs dont je suis pas spécialement fan, que sont Carson Edwards et Romeo Langford. Pour en avoir discuté un petit peu avec Alan, Romeo Langford, c'est vrai que ça reste un joueur qui a été drafté en loterie l'année dernière, mais qui a eu des gros problèmes de blessure, qui a encore des gros problèmes de blessure. Je crois il est blessé depuis le mois de décembre-janvier, et qu'il a pas joué depuis. Je crois qu'il a même pas joué de la saison tout court. Non, pas commencé. Donc voilà, et puis ce qu'il avait montré l'année dernière était pas très satisfaisant. Carson Edwards est un joueur sympathique, mais un joueur drafté au second tour, petit, pas capable de défendre et qui a pas un plafond très élevé. Donc je pense que s'il y a un trade avec Boston de George Hill, Boston sera obligé d'envoyer un first round. Et moi je me mets dans une situation où si tu veux lâcher George Hill, tu mets un first round 2022, 2023 comme tu veux, et tu mets Carson Edwards. Moi c'est le trade au niveau salarial, ça marche peut-être pas. Tu fais un Romeo Langford et un first round 2023 contre George Hill. Et on leur met à aller à un second tour parce qu'on est gentil. Mais s'il y a un trade de George Hill à Boston, pour moi il y a forcément... Tu peux mettre Robert Williams aussi qui est relativement jeune. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas, Robert Williams, je pense. Si t'enlèves un first round, pourquoi pas. Tu vois, tu fais Robert Williams contre George Hill et un second tour. Mais le trade qui pour moi me paraît probable, c'est les Celtics, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, entre guillemets. T'es toujours content d'avoir tes first round, mais c'est pas leur priorité. T'envoies Romeo Langford qui de toute façon qui est pas dans ta rotation. T'envoies un second tour, un premier tour 2023 contre George Hill et ça va être grandement bénéfique. Est-ce que tu peux pas leur envoyer un package de Hill avec un autre joueur, un Miller ou un Ariza Ariza. Ouais.
parce que ils ont une trade exception. Alors est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Je pense. Tu vois, et lui aussi, ça serait un genre de rotation utile. Je sais pas ce que t'en penses, Tom. Bah, typiquement, je pense que ce sont deux joueurs qui peuvent rentrer dans la trade exception, sachant que Boston, ils peuvent utiliser environ que 20 millions de leur trade exception puisqu'ils sont outcapés à la prone tax en signant Tristan Thompson avec la full mid-level. Donc du coup, ils peuvent pas utiliser la totalité des 28 millions de la trade exception des Worlds. Et je pense que si par exemple vous envoyez par exemple 22 millions avec George Hill et Trevor Ariza, bah, typiquement, Ça passe pas. Désolé de vous couper, mais je viens de le faire. Là, t'envoies Trevor Ariza et George Hill pour 373 000 $. Ça marche pas parce qu'ils sont au-dessus de la taxe à prendre. Oui, mais typiquement, en fait, ils peuvent le gérer en deux transactions. C'est-à-dire qu'ils vous envoient un joueur à côté et ils le font en deux transactions. Comme ça, les deux joueurs peuvent passer dans la trade exception. En fait, en vous envoyant un joueur, ça vous crée une trade exception à vous et eux, ça baisse leur salaire global, qui fait qu'après, ils peuvent ingérer les 22 millions dans la trade exception. Et du coup, eux, ça leur permet de transformer cette trade exception en un asset qu'ils pourront réutiliser pour trade l'an prochain en la personne de George Hill, puisqu'il va rester là. Et ils peuvent utiliser Trevor Ariza sur le terrain cette année et ils sont pas obligés de le prolonger la saison prochaine, sachant qu'aujourd'hui Boston, si on leur rajoute aucun salaire même à la fin de l'année, ils sont déjà au niveau de la taxe. Donc typiquement leur trade exception, ils pourront pas l'utiliser pour un joueur l'an prochain, typiquement parce qu'en fait ils sont déjà au niveau de la taxe et si tu veux utiliser ta trade exception, c'est quasiment dans un sign and trade et le sign and trade il va t'handicapper à la prone. Donc, du coup, tu es obligé d'utiliser la majorité de ta trade exception cette saison si tu l'utilises. Et pour l'idéal, ce serait deux joueurs. Un où tu peux garder l'asset, c'est-à-dire George Hill, ils l'ont et du coup, ça leur fait un salaire médian s'ils veulent transférer l'année prochaine, par exemple, pour un joueur comme Bradley Beal, s'ils veulent matcher les salaires. Et ça leur permet d'avoir une valeur terrain pour le run en playoff de cette année. Les méandres du CBA par Tom, c'est incroyable et du coup, ça peut nous permettre de bien voir qu'on peut faire un package et du coup avoir peut-être plus d'assets en retour si on fait ça. Bah dans ce cas-là, Boston en verrait quoi? Si tu fais un package Trevor Ariza et George Hill, Boston, qu'est-ce qu'en verrait Boston? Moi je partirais Langford, je pense qu'il sera dans le trade s'il y en a un qui se fait. Parce que il joue pas, parce que je le vois pas Boston le développer. Et après éventuellement je ne vois pas nous le développer non plus. Oui. Ben, ils sont obligés d'envoyer des joueurs parce que si tu reçois deux joueurs, t'as 15 joueurs dans le roster, t'es obligé d'envoyer des joueurs à côté, hein. Ouais. Sinon faut couper. Sinon faut couper. Je te rejoins après Constant sur du Langford, du Edwards, après un pick ou deux pour équilibrer le truc si ça ne suffit pas, mais on se dirige plutôt là-dessus. Après, tu récupères un first round pour Trevor Ariza et George Hill, moi je dis pas non. Ouais, oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez pas que Boston voudrait peut-être envoyer des joueurs réels dans l'effectif plutôt que des picks? Alors, la première chose, c'est les joueurs dans le sens où, de toute façon, si ils veulent récupérer deux joueurs, il faut qu'ils en coupent deux, puisqu'il faut faire de la place dans le roster, puisque tu es limité en termes de roster spot. Donc, plutôt que de couper ces joueurs-là, peut-être vous les envoyer, ou sinon un deal à 3 avec une équipe qui a des roster spots disponibles, du coup, qui récupère un ou deux joueurs et vous permet de faire l'échange sans renvoyer autre chose. Et puis, il y a aussi l'optique de peut-être se préparer à faire une grosse offre avec 3 first round picks et 4 swaps pour Bradley Beal quand il sera disponible sur le marché. Et du coup, le fait peut-être d'avoir des picks déjà envoyés chez vous, ça pourrait les contraindre à baisser leur offre maximale qu'ils pourraient faire théoriquement pour Bradley Beal. Donc peut-être que eux ils seront plus ils vont plus essayer de vous envoyer des assets tangibles que des choses dans le futur qu'ils contrôlent pas forcément. Effectivement. Mais dans ce cas-là, s'ils essayent d'envoyer des assets tangibles, je pense qu'ils vont être obligés d'envoyer plus de jeunes parce qu'ils vont pas envoyer des joueurs qui sont utiles dans leur rotation. Et surtout, s'ils essayent d'envoyer des assets tangibles, ok. Mais autant, par exemple, sur Blake Griffin ou sur Al Horford, la concurrence se bouscule pas. Autant, je pense que t'as des équipes qui seront prêtes, elles, à envoyer un first round pour George Hill. Ouais, je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi. On a pas mal parlé du dossier Boston, mais le dossier le plus chaud, d'après certaines rumeurs, c'est les Sixers.
Là aussi, ça fait sens concrètement d'avoir Hill à côté de Simmons et Embiid en tant que meneur et tout. Je trouve le fit vraiment bon. C'est ce qui avait l'air de ressortir d'ailleurs des fans des Sixers qui étaient plutôt fans de ce que si ça pouvait être fait. Les Sixers ont une trade exception, je pense que c'est ça qui aide au trade issu d'Al Horford, sinon il serait complètement impossible. Là je suis en train de regarder leur salaire. C'est environ 8 millions je crois la trade exception des Sixers. Donc ça passerait, on va dire. Passerait. Après encore une fois en termes de contrepartie, alors là en termes de jeunes c'est faible, parce que Tyrese Maxey est intradable. Attention. Non mais j'allais dire est intradable en gros. Oui, parce qu'il est trop fort. Oui, voilà, il est intradable, je pense. Je vois pas les Sixers faire ça. Shake Milton, pareil. Après, c'est du Tony Bradley, du Matisse Thybulle qui joue pas beaucoup, Terence Ferguson qui ferait un retour, mais du coup, je pense qu'il peut pas être envoyé en plus. Donc ouais, c'est assez faible. Donc là, ça serait clairement comme vous l'avez dit depuis le début, peut-être un tour de draft. En gros, la contrepartie. Hein. Oui, bah financièrement, je crois aussi que c'est compliqué, hein, parce que y a la trade exception, effectivement, il doit y avoir des clauses qui font que ça doit pas être si simple que ça de pouvoir le récupérer. Après, du côté des Sixers, bah alors tu l'as dit, le fit est pour moi est assez excellent. Le problème, c'est que bah il faut qu'ils envoient des joueurs aussi, des jeunes. Bon bah ils en ont pas beaucoup, ou ceux qu'ils ont, on va dire que George Hill n'est pas assez fort pour qu'ils considèrent le fait de les lâcher. Typiquement, moi j'aime bien Shake Milton, hein, mais Shake Milton, ils vont pas le lâcher pour George Hill. Pareil pour Tyrese Maxey. Voilà. Par rapport à la valeur salaire production, ils vont pas lâcher Milton. Clairement. Ils vont pas lâcher non plus Tyrese Maxey qu'ils ont drafté cette année. Ils vont Matisse Thybulle, je suis pas convaincu qu'ils le lâchent non plus. Donc forcément, eux, ils vont se retrouver dans une situation où, si tu veux récupérer George Hill, il va probablement falloir lâcher un pic. Et au niveau salarial, si la trade exception fonctionne pas, bah tu mets du Mike Scott, tu mets du Tony Bradley. Je pense que en mettant ces deux-là, tu fais Mike Scott, Tony Bradley, un first round 2023. Ça peut passer. Ça peut passer. Ça peut passer, ouais. Donc voilà. Encore une fois. C'est pas non plus certain, je pense que certains fans vont être entre guillemets déçus, mais tu récupères quand même un first round pour George Hill, alors que George Hill, tu le récupères entre guillemets un peu pour équilibrer les salaires dans le cadre du trade de Steven Adams. Ouais. Et quand tu fais à l'air définitif ce que ça a rapporté, si tu encore un premier choix, c'est si cool. Tu récupères un first round alors que t'en as déjà récupéré un, alors qu'on pensait que le contrat de Steven Adams était vraiment quasiment imbougeable, au final ça devient une opération très rentable. Mais du coup, est-ce que vous pensez, par exemple, si on prend le pic de Philly, ce serait quoi, le pic 28, 27, 28, est-ce que vous pensez que la valeur entre guillemets de George Hill dans votre effectif, ce qui peut apporter, par exemple, en termes de... J'aime pas utiliser ce mot, mais en termes de mentoring, vis du jeu, est-ce que un 30e choix, enfin un 28e choix, est-ce que ça vaut le coup de perdre George Hill plutôt que de le garder et bénéficier de l'expérience qu'il peut peut-être apporter? Je pense que tu le fais. Honnêtement, il t'apporte et tout, mais tu vois là déjà, ça fait quelques semaines qu'on joue sans lui, où t'as Malédon qui s'affirme, t'as Shea qui est vraiment un leader sur ces postes-là. Alors certes qu'il n'a pas cette expérience, mais je pense qu'il compense beaucoup de choses et qui est lui pour le coup clairement le leader de l'équipe, même vocalement j'ai envie de dire. On n'est pas dans une aura à la Chris Paul qu'a eu George Hill. Alors il a été très utile, mais on n'est pas dans cette aura là où Horford par exemple, dont on reparlera en fin de podcast, lui a l'air d'avoir un impact un peu plus grand à ce niveau là pour le coup. Et je pense qu'en fait Hill, depuis le début de saison, tout le monde à l'intérieur de lui sait que bon bah à tout moment il sera tradé pour aller jouer chez un contender quoi. Et puis, tu récupères un pick qui serait potentiellement 27, 28, 29, voilà. Mais faut voir ça dans un cadre plus grand. Typiquement, si le soir de la draft ou le soir de la loterie, t'es 4ème, et que tu veux potentiellement monter en 2 ou en 1, tu peux dire à l'équipe, on a un pick en fin de premier tour, c'est quelque chose que tu peux rajouter. Alors que si tu vas avoir une équipe en construction et que tu dis on vous file vous nous filez le first pick, on vous passe George Hill, je pense que le pick de draft, même s'il est que 28, aura plus de valeur que George Hill. C'est vrai. Un package peut-être 3, 28 et peut-être plus de valeur qu'un 3 Hill. Oui, c'est, enfin,
En vrai, je pense qu'en valeur terrain, non. Mais peut-être que pour l'équipe qui reconstruit, oui, puisque elle, ce qui l'intéresse, c'est le côté intangible et de pouvoir faire ses propres décisions, tu vois. C'est peut-être plus sexy de se dire qu'on peut potentiellement avoir qu'avoir George Hill, quoi. Typiquement, tu vas voir Détroit, tu leur dis, vous préférez avoir le 3, le 28 ou le 3 et George Hill. Je pense qu'ils préfèrent avoir le 3 et le 28. Si jamais ils ont le first pick l'année prochaine, mais ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Juste un dernier trade de Georgie, mais je vais passer rapidement puisque vous n'êtes pas fan de l'idée que j'avais mentionné lors du dernier live. Moi, à Orlando, ça me fait sens parce qu'ils sont en gros manque de meneurs et ils ont besoin de rester moyens parce que c'est Orlando. Et ça, là, en termes de jeunes, t'as peut-être 2-3 joueurs. Alors on part de loin et qui n'ont pas forcément prouvé mais que tu peux tenter, c'est notamment autour de Mo Bamba. Alors on est plus ou moins fan, voilà, je sais que vous n'êtes pas convaincu par lui, donc on va passer rapidement, mais peut-être qu'un trade pourrait être articulable autour de ça, c'est une des cibles aussi. Mais on va enchaîner, on va parler d'Al Horford, puisque c'est notre dernier cas qu'on voulait aborder dans ce podcast. On en a parlé un petit peu déjà avec Constant en termes de marché, on le voyait plutôt partir l'année prochaine, pas vraiment cette année parce qu'il a encore trop d'années dans son contrat. Je sais pas comment tu te situes toi Tom, je sais que tu avais quand même quelques idées de marché pour lui dès cette année, je crois. Bah, typiquement, voilà, on l'a pas mentionné, mais typiquement ça pourrait être un joueur qui pourrait intéresser peut-être Détroit. Typiquement, on l'a pas mentionné, mais ça pourrait être un joueur qui peut intéresser Détroit dans la notion un peu comme il fait chez vous, quoi, d'offrir un plancher intéressant. Et puis à Horford, voilà, pour développer un joueur extérieur, qui a un tir et qui joue beaucoup de pick and roll, ça peut être intéressant, typiquement. Donc peut-être à Détroit. Mais sinon, en termes d'équipe, le truc avec Al Horford, c'est je pense qu'il y a trop encore les cicatrices de ce qui s'est passé l'an dernier. Alors même s'il est très bon chez vous et il améliore, enfin il augmente beaucoup le plancher de votre équipe, je vois pas une équipe moyenne le récupérer et devenir bonne d'un coup en fait. Et c'est là où je trouve que d'un point de vue marché, je suis un peu comme vous, je pense pas qu'il va partir cette année, je pense que ça va faire comme Chris Paul, peut-être que des équipes qui seront déçues de ce qui restera sur le marché des transferts vont utiliser leur cap space pour récupérer Al Horford l'an prochain après la saison après la saison qu'il aura faite chez vous, voilà. Après la saison qu'il aura faite chez vous, quoi, puisque il lui restera 1 an plus 1 année partiellement garantie où ils pourront choisir soit de le couper, soit de le payer pour qu'il joue pas chez eux, ou soit de le garder pour le montant du salaire. Donc je pense que ce sera plus l'an prochain. Je le vois pas bouger cette année à Horford. Alors même si il pourrait peut-être faire du bien à certaines équipes de milieu de tableau, mais en fait ces équipes-là, elles ont très peu de choses à envoyer. Typiquement, tu vois, une équipe comme le Heat, est-ce que le Heat va faire une croix sur tout le cap space qu'ils ont mis autant de temps à économiser pour récupérer Al Horford, ou peut-être une équipe comme Dallas, même si Dallas, je pense ils vont plus rechercher un joueur plus dynamique, balle en main au relais de Doncic, même si à côté de Porzingis, Al Horford, ça fait beaucoup de sens. Ouais. Toi aussi, Constant, t'as pas vraiment de marché ou de possibilité pour Horford, toi, dès maintenant? J'en ai un que je viens de trouver, mais comme a dit Tom, moi de toute façon je le répète depuis son trade, en fait, moi je dis que Al Horford il sera pas tradé cette année, il sera tradé l'année prochaine, parce que comme t'as dit Tom, il aura 1 an de contrat en moins, et en plus il aura le fait que la dernière année est partiellement garantie. C'est ça. Après si t'as... Après on est obligé de dire que Al Horford, depuis qu'il est arrivé chez nous, sa valeur marchande elle fait que augmenter. Il prouve que la valeur d'Al Horford quand on l'a récupéré il y a 4 mois et la valeur d'Al Horford aujourd'hui c'est plus la même, quoi. Elle est plus négative, elle est pas haute clairement, mais elle est plus négative. Il y a un partenaire de trade, tu vois, tu parlais de ces équipes un peu moyennes qui pourraient potentiellement se renforcer avec un trade d'Al Horford. Il y a une équipe pour moi, c'est les Hornets, parce que Charlotte est une équipe qui tourne bien et qui a pas de pivot dominant. Tu vois, ils ont Gordon Hayward qui fait une bonne saison, ils ont Terry Rozier, ils ont LaMelo, ils ont PJ Washington, ils ont Miles Bridges, mais aucun de ces joueurs n'est vraiment un pivot. Et je trouve que ajouter Al Horford, tu vois, tu parlais d'Al Horford, d'associer Al Horford avec un joueur extérieur qui joue beaucoup de pick and roll. Tu fais un duo Al Horford, LaMelo Ball, c'est plutôt très efficace et pour l'un et pour l'autre. Donc je me dis que potentiellement les Hornets, tu vois, tu rajoutes Al Horford dans cet effectif qui est déjà bien fourni.
Bah, t'as une équipe à l'Est qui peut commencer à venir toquer. Alors après, les partenaires les assets que pourraient envoyer les Hornets, c'est compliqué. T'as du Cody Zeller pour équilibrer les salaires. T'as potentiellement, si jamais les Hornets, même s'il fait une saison, moi, que j'aime bien, mais il y a un moment où il va falloir le payer, t'as potentiellement du Malik Monk, qui rentre dans sa dernière année de contrat, qui fait une saison qui est moins mauvaise que ses précédentes, qui a beaucoup de temps de jeu, mais qui va quand même devoir se retrouver à être payé à un moment ou à un autre. Et tu peux mettre un petit Cody Martin juste pour équilibrer les salaires. Après, le problème, comme t'as dit, Tom, c'est que les Hornets, ils ont mis tellement de temps à se retrouver avec du cap. Ça fait 4 ans quasiment qu'ils essayent de dégager du cap. L'année prochaine, ils vont en avoir. Est-ce qu'ils ont envie de le flinguer en rajoutant les 26 d'Alorford ? Je sais pas. Sachant qu'il y a le cas aussi Hayward qu'ils ont signé très cher cette intersaison. T'as le cas Batum. Oui, c'est ça. Enfin, ils se sont handicapés pour signer Hayward. Ouais. Donc je sais pas si, sur le fit c'est intéressant par contre ce que tu proposes. Et je trouve que le fit, tu vois, typiquement, on parlait du 8 tout à l'heure, tu rajoutes un Alorford dans cet effectif, t'es peut-être potentiellement meilleur que des équipes comme Miami, tu viens peut-être toquer au niveau des Toronto, tu vois, ou des Indiana. Effectivement, le fit est plutôt intéressant là pour Charlotte. Moi j'avais peut-être une autre idée, peut-être dans le même style un peu que tu as pu dire avec Sacramento Tom. Moi c'était avec Détroit justement, c'est Sacramento. Oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que lui, en termes de coéquipier de pick and roll pour Darren Fox, ça peut être très intéressant, notamment pour jouer des hand-off où Horford en fait beaucoup au OKC et il est très utile là-dessus, et il lui apporterait du spacing qu'il n'a pas actuellement quand Richaun Holmes ou Hassan Whiteside jouent, par exemple. Et parce que au final, est-ce que tu considères que Holmes, aussi bon soit-il et que je l'aime bien, est-ce que c'est ton pivot du futur ? Je ne pense pas. Est-ce que Whiteside, c'est Hassan Whiteside, donc tu peux avoir un petit intérêt à aller chercher un Horford pour continuer de développer tes joueurs, et notamment Fox autour de lui. Et là, en termes d'offres et de salaire, c'est assez compliqué pour le coup. Est-ce que tu as envie de te séparer d'un Corey Joseph pour ça ? Je ne sais pas. Un Bjelica, peut-être. Il y a un Jabari Parker, par contre, qui est intéressant dans cette optique-là, parce qu'il joue pas, il a 6,5 millions de salaire. Lui, il peut être une contrepartie pour équilibrer un petit peu les salaires. Donc à voir comment tu peux t'articuler à ce niveau-là, mais ça serait, je pense, ces joueurs-là qui doivent être inclus dans le trade. Après, je me dis, une équipe dont on n'a peut-être pas parlé qui pourrait être intéressée, ce serait par exemple les Bulls. Ça pourrait être les Bulls avec autoporteur top 15 shooter, bien sûr, le bien nommé autoporteur top 15 shooter qui partirait chez vous, et eux auraient récupéré par exemple Alorford de votre côté, pour avoir un vrai mentor pour leur père d'intérieur, Wendell Carter. Wendell Carter. Puis t'as la connexion Donovan Orford qui est aussi archi forte. Bah ouais, mais après tu fais quoi ? T'envoies, si t'es les Bulls, t'envoies autoporteur et un pic ? Parce que nous, je pense pas qu'on va envoyer Alorford juste pour le contrat expirant d'autoporteur. C'est quand même 30 millions de salaire. En plus, c'est environ 40 millions d'économiser, hein, c'est pas rien. Hein. Ouais, mais si on se dit que après, mais vous avez pas besoin de ça en fait. Voilà. C'est pas ce dont vous avez besoin. Effectivement, c'est pas ce dont vous avez besoin. Et puis même pour eux, peut-être que bloquer leur cap avec Alorford, c'est pas quelque chose qui va les intéresser. Mais franchement, comme vous dites, hein, après une autre équipe qui pourrait peut-être être intéressée, ce serait peut-être les Raptors, mais je vois pas comment ils arriveraient à faire un package intéressant. Peut-être le package qu'ils avaient prévu pour Drummond avec en intégrant peut-être Norman Powell, même si Norman Powell c'est un joueur qui est quand même assez intéressant. Peut-être que si Norman Powell, il se dit, puisque Norman Powell c'est un joueur qui a une option à la fin de l'année, si jamais ils savent que Norman Powell il va prendre son option et il ne reviendra pas, ou ils vont pas le signer, mais ils vont peut-être se dire on essaie de récupérer Alorford pour avoir un asset supplémentaire à conserver. Et du coup ils savent que voilà, Alorford c'est un joueur qui fit avec Kyle Lowry qu'ils ont, c'est un joueur qui fit avec Van Vliet, qui fit avec OG Anunoby, qui fit avec Siakam. Donc c'est un peu du management d'assets plutôt que perdre entre guillemets Norman Powell pour rien. À la fin de l'année, ils récupèrent Horford qui peut leur servir cette saison et qui pourra aussi leur servir l'année prochaine. Je crois qu'on l'avait évoqué dans un live Toronto en plus, je crois, justement. Mais que c'était très compliqué en termes salarial. Après, comme tu dis, est-ce qu'ils anticipent le départ de Powell ? Ouais, pourquoi pas. Après, si t'es au KC, t'as pas d'urgence avec Alorford.
Ah, clairement pas. Donc tu vas pas potentiellement dire on va le lâcher juste pour du salary dump. Je pense que l'année prochaine, peut-être pas au moment de la draft, mais peut-être au niveau par exemple de la trade deadline, si tu refais jouer encore 6 mois de plus à Horford qui montre qu'il a un bon niveau, là tu peux potentiellement dire on l'échange mais contre un first round. Ce qui sera potentiellement pas le cas actuellement. Après, le truc, c'est, voilà, un peu à la spéculation, comme tu l'as dit, la valeur d'Al Horford, là, elle est au plus haut depuis qu'il est arrivé chez vous. Mais si ça se trouve, l'an prochain, à la même période, Ouais. enfin, voilà, c'est un joueur qui est quand même assez âgé, même si c'est pas un joueur qui joue sur son physique, c'est un joueur qui utilise beaucoup son physique pour pouvoir être aussi polyvalent. Et du coup, il suffit qu'il perde un peu, qu'il soit un petit peu plus lent. Et du coup, tout peut être remis en question. Donc, peut-être que sa valeur peut, de la même vitesse que sa valeur est montée depuis qu'il est chez vous, ben, sa valeur peut peut-être vite redescendre l'an prochain, quoi. Ouais. Effectivement, c'est un pari à prendre. Et après, je pense qu'honnêtement, Presti, pour tous les joueurs qu'on vient d'évoquer, notamment Al Horford, est à l'écoute. Et surtout pour Horford, il est, comme tu viens de le dire, pas pressé. Et si ça ne le satisfait pas, je pense qu'il gardera Horford l'année prochaine au moins, en fait. Là où il sera peut-être un peu moins exigeant, je pense. Possiblement. Après, je pense que, comme on l'a dit, le marché pour Georgie il est plus élevé que le marché pour Al Horford. Donc, Clairement. tu peux, là où pour Al Horford c'est compliqué de manipuler entre guillemets les franchises, je pense que Georgie au soir de la deadline ou 2-3 jours avant la deadline, Presti va recevoir des appels pour Georgie. Et il peut Tu peux dire, faire monter les fonds, tu peux faire voilà, monter les enchères avec. il peut dire à Boston, oui, de mon côté, Philly propose un first round, et c'est encore un point, entre guillemets, encore plus positif, c'est que les principales équipes qui sont intéressées par Georgie sont des équipes de l'Est. Et t'es une équipe de l'Est, t'as pas envie de renforcer un concurrent. Donc tu peux encore plus faire monter les enchères en disant, il y a votre concurrent de division là, je suis en train de leur filer Georgie, proposez-nous quelque chose. Ok. Je pense, les gars, honnêtement, qu'on a fait le tour de ces trades. On a pas mal parlé CBA aussi avec Tom. C'était tout l'intérêt de l'avoir avec nous. Donc, Tom, encore une fois, merci d'être venu dans le podcast. J'espère que ça t'a fait plaisir de parler un petit peu Ah, d'OKC et des trades. Clairement. Suivez Tom, @Tom Feller sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et surtout dans le podcast Dunk Hebdo, toutes les semaines, allez écouter ce que fait mon ancienne équipe. Parce que c'est toujours très intéressant et on en parlait juste avant en off, sur le podcast sur l'héliocentrisme par exemple, si vous connaissez pas cette notion et que vous avez envie d'approfondir dessus, c'est vraiment quelque chose à écouter, donc allez regarder ça. Constant, merci à toi encore une fois d'être venu. Abonnez-vous partout au podcast Open Thunder et à nos lives aussi qui nous sont diffusés en replay, toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube. Ajoutez-nous aussi sur Twitch. Et voilà, très rapidement, laissez-nous 5 étoiles aussi sur Apple Podcast, ou laissez-nous des commentaires. C'est une très bonne chose d'interagir avec vous, notamment là sur les trades. Je veux que vous enflammiez la trade machine et voir plein de screens en dessous du tweet. Voilà. Calmez-vous quand même. un petit préambule, calmez-vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un live, et sur ce, passez une bonne semaine NBA. Salut à tous. Salut et merci encore pour l'invitation.